Je vais vous présenter à travers 3 vidéos les tensions israélo-arabes et israélo-palestiniennes depuis la fin du XIXe siècle. Donc nous allons parler de la Palestine et d'Israël que vous voyez ici sur la carte. Si on reporte la taille d'Israël sur la France, vous voyez la superficie que cela représente avec ici la Cisjordanie et la bande de Gaza. Alors tout d'abord, voyons la situation avant 1914. Au XIXe siècle, les idées nationalistes se développent en Europe et avec elles l'antisémitisme. Les discriminations et les violences poussent ainsi des juifs européens à rêver d'un État juif. C'est le projet sioniste porté notamment par Theodor Herzl. Comme les autres Européens du XIXe siècle, ils ont une vision coloniale de leur implantation, se voyant civilisateurs des peuples présents. Les premières colonies sont créées dès les années 1880. Cette implantation suscite quelques résistances, notamment contre la prise de possession de terres arabes, mais le faible nombre encore de colons juifs et le fait que les colons emploient des ouvriers agricoles arabes favorisent une cohabitation plutôt pacifique. Au début du XIXe siècle, les persécutions que subissent les Juifs en Russie en amènent 40 000 à venir s'installer en Palestine avec un idéal socialiste. Parmi eux, certains, dont David Ben-Gourion, veulent une société juive entièrement indépendante, c'est-à-dire qui se passerait des ouvriers arabes. Ben-Gourion et les autres jeunes sionistes inspirés par le marxisme créent des structures collectivistes que l'on appelle les kibboutz. À mesure que les Arabes sont écartés de cette économie et que les élites palestiniennes comprennent les objectifs de ces sionistes radicaux, l'hostilité monte. Les aspirations contradictoires rendent le compromis entre Arabes et Juifs impossible en Palestine. On voit que les sionistes demandent l'édification d'une société juive autonome, une unité territoriale et la constitution d'une majorité démographique juive. Les Arabes palestiniens, de leur côté, demandent un gouvernement élu démocratiquement, à avoir le contrôle strict sur l'achat des terres et que cesse immédiatement l'immigration juive. La présence juive transforme le territoire au-delà de la création de kibboutz. On peut prendre l'exemple de Tel Aviv. Siècle, les Juifs vivaient dans des quartiers périphériques de villes palestiniennes, ce qui permet d'accueillir une population croissante. Un de ces quartiers, au nord-est de Jaffa, va devenir la ville de Tel Aviv. L'urbanisation montre une volonté de se différencier des clichés associés aux Arabes par les Occidentaux, en construisant des maisons blanches, alors que les maisons arabes seraient sombres, en rasant des collines pour montrer leur courage, ce qui s'oppose à la prétendue paresse des Arabes. Pour justifier la prise de terre nécessaire à la création de cette ville, les sionistes, appuyés par la Grande-Bretagne, prétendent qu'il s'agissait de terres désertes, alors que c'est faux. Pour développer Tel Aviv, on voit arriver dans les années 1920 des architectes de renom formés en Europe comme ceux du Bauhaus, ce qui justifie le classement de la ville blanche de Tel Aviv à l'UNESCO en 1996. Maintenant, la Première Guerre mondiale et ses conséquences. Pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques font des promesses ambiguës à l'émir de la Mecque, Hussein, sur un éventuel futur État alors qu'ils n'ont pas l'intention de lui permettre d'obtenir un grand territoire. Des négociations s'ouvrent également, secrètement, entre les Français et les Britanniques qui souhaitent profiter de la fin de la domination ottomane pour étendre leur influence. Un accord est trouvé entre Georges Picot et Sykes en 1916. Ils créent une zone bleue qui serait administrée et contrôlée directement par la France et une zone rouge pour l'équivalent britannique. S'ajoute une zone brune à internationaliser, la Palestine, ainsi que des zones arabes indépendantes mais sous influence européenne, la zone A au nord pour les Français et la zone B au sud pour les Britanniques. Cependant, en 1917, les Britanniques prennent Jérusalem, revenant sur l'idée de la zone brune internationale. Sykes, cependant, se range finalement au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui l'amène à discuter avec les sionistes puisqu'il porte un projet d'État-nation. Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères britannique, propose la création d'un foyer national juif. Les Français désapprouvent, car ce serait contraire à l'internationalisation de la Palestine prévue dans les accords Sykes-Picot. Les Britanniques, dans leur recherche d'alliés pour plaire aux États-Unis, qui affirment depuis les 14 points de Wilson le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, font des promesses contradictoires. Alors que la déclaration Balfour envisage un foyer national juif en Palestine, un message est transmis à Hussein en faveur d'une réunification de la nation arabe. De plus, l'administration britannique du Caire assure dans le même temps à un comité syrien qu'il n'est pas question d'établir une administration juive en Palestine.
On en arrive donc au temps de la Palestine mandataire. Les Juifs continuent à arriver dans la Palestine mandataire avec des idées souvent marxistes. Les militaires et les autorités britanniques sur place ne leur sont donc pas favorables. Ils craignent de plus les violences entre Arabes et sionistes. Suite à des troubles, les Britanniques suspendent même l'immigration en 1921. Cependant, les organisations sionistes déjà présentes sont des interlocutrices des autorités mandataires, contrairement au Conseil arabe qui lui est divisé. La charte du mandat ratifiée par la SDN prévoit un foyer national juif et non un État, et précise que l'immigration peut se poursuivre, mais dans la capacité d'absorption économique de la Palestine. Les sionistes veulent conquérir un nombre croissant de terres en les achetant. Les tensions montent dans la Palestine mandataire car les Arabes palestiniens sont peu représentés auprès des autorités pour différentes raisons dont leur division et leur refus de participer. S'ajoute une situation de crise économique et le nombre croissant d'immigrants juifs arrivant pour fuir les persécutions en Europe. Jérusalem cristallise les tensions qui aboutissent à des soulèvements comme l'attaque des quartiers juifs par la population arabe en 1929. Une commission est nommée par les Britanniques pour déterminer les responsabilités, la commission Shaw. Elle met en avant le fait que les paysans arabes se retrouvent sans terre et exaspérés et que les Arabes sont politiquement marginalisés. Ces conclusions amènent un tollé de la population juive et de ses soutiens internationaux, ce qui conduit les Britanniques à donner des garanties aux sionistes. Les représentants arabes de différents États de la région décident donc de s'unir, et c'est le début du mouvement pan-arabe, mais qui peine encore à dépasser ces divisions. Les tensions croissantes et l'échec des négociations amènent à une radicalisation qui débouche sur la grève et la révolte de 1936. Un groupe palestinien armé attaque un bus, les juifs radicaux ripostent, la population palestinienne entre en grève. La révolte est d'abord spontanée puis organisée par des partis politiques arabes qui demandent à nouveau l'arrêt de l'immigration et la création d'un gouvernement national représentatif. Les Britanniques les répriment durement et refusent toute négociation. Une nouvelle commission d'enquête britannique est cependant envoyée, la commission Peel. Elle souligne l'impasse de la situation et propose un plan de partage. Ce plan est rejeté par les Arabes de la région et les Juifs sont divisés. Les tensions se poursuivent jusqu'en 1939. Des bandes armées paysannes attaquent les intérêts juifs et britanniques, ainsi que les minorités qu'ils accusent de collaborer avec les Britanniques, comme les Druzes. Une organisation armée juive commet quant à elle des assassinats d'Arabes en réaction. Le mouvement s'essouffle ensuite, mais le bilan humain est très lourd. La menace de la Seconde Guerre mondiale grandissant, les Britanniques cherchent des alliés parmi les États arabes. Les négociations se rééquilibrent donc. Pour éviter la guerre, les gouvernements britanniques et français cèdent à Hitler. Ils ferment leurs frontières aux populations juives qui fuient les persécutions. Les États-Unis, quant à eux, confirment leur volonté de ne pas augmenter les quotas du nombre de juifs européens qu'ils laisseraient entrer sur leur territoire. Les Britanniques décident pour la Palestine mandataire de limiter l'immigration juive et de limiter les achats de terres arabes par des juifs. L'Irgun, le principal groupe armé sioniste, reprend donc ses attentats et organise un réseau d'immigration illégale. Les Juifs d'Europe se trouvent donc pris au piège, ne pouvant plus échapper aux politiques nazies d'extermination. Voilà, c'est la fin de la première partie sur l'origine des tensions entre sionistes et arabes. La prochaine vidéo s'intéressera à la création d'Israël et à ses conséquences.